Juin 1964. Un vent de panique souffle sur Venise. Le Grand Prix de peinture de la Biennale vient d'être donné au jeune peintre américain Robert Rauschenberg devant une école de Paris dépitée. On crie au scandale, à la trahison. Après 50 ans de règne sans partage des artistes français, la Biennale a livré l'art aux artistes pop américains. C'est le triomphe d'une Amérique sûre d'elle-même et fière de sa culture qui rayonne sur le monde. Une victoire qui va faire de New York la nouvelle capitale internationale de l'art pour plus d'un demi-siècle. Mais cette histoire débute 25 ans plus tôt, à l'été 1940, alors que Hitler vient d'envahir la France. Pour beaucoup, fuir devient une question de vie ou de mort. L'Amérique a compris le danger de la menace et a envoyé un jeune émissaire du nom de Varian Fry pour aider intellectuels et artistes menacés par le régime nazi à fuir l'Europe. Fry met en place une filière et réussit à en exfiltrer plus de 2000. Partout en Europe, les nazis brûlent les livres, expurgent les musées de leurs tableaux. Hitler méprise l'art moderne qu'il considère dégénéré. Pour lui, la mission de l'art n'est pas de se vautrer dans la crasse pour l'amour de la crasse, de peindre un être humain dans un état de putréfaction. L'art européen vient de traverser l'Atlantique. La défaite de la France face à l'Allemagne a été ressentie comme la chute du symbole de la liberté. Paris n'est plus Paris. Pour les peintres, Ossip Zadkine, Piet Mondrian, Marc Chagall, Yves Tanguy, Salvador Dali, André Masson, Max Ernst, la capitulation a été vécue comme un traumatisme. Les surréalistes ont trouvé en Amérique une patrie qui s'avère être la seule à pouvoir défendre les valeurs démocratiques auxquelles ils sont attachés. Pour ces artistes, le seul remède au sentiment d'errance est l'amitié. Accueillis à New York par leurs amis Marcel Duchamp et Alexandre Calder qui les ont précédés, la colonie d'artistes forme vite une sorte d'underground francophone qui sait garder son esprit surréaliste. They were quite frightened and quite anxious. They were not old men. They were not all that established. Many of them did not speak English. In the first several years, in the artists in exile situation, it was a time of dread with the possibility that the humanistic values the modern art represented would really disappear. At the same time, they were largely hosted by the American art establishment, by the Museum of Modern Art, which is a very elite club. Dès leur arrivée à New York, la French Modern Painting est réunie à la galerie de Pierre Matisse pour une première exposition en Amérique. Tout est à recommencer. À l'automne 1942, la milliardaire et collectionneuse Peggy Guggenheim, qui a épousé Max Ernst, sera leur bonne étoile. Peggy vient d'ouvrir sa galerie Art of the Century, dans laquelle elle présente une partie de sa collection surréaliste. On y paye l'entrée $1 au bénéfice de la Croix-Rouge américaine. Peggy ne pose qu'une condition, les tableaux doivent être présentés sans cadre. Je suis parfaitement consciente de la responsabilité que je prends en ouvrant au public cette galerie et la collection qu'elle contient, à un moment où les gens se battent pour leur vie et leur liberté. Cette entreprise n'aura de sens que si elle parvient à servir le futur au lieu de commémorer le passé.
Pour elle, contribuer à construire l'avenir, c'est promouvoir les jeunes artistes américains qui proposent des formes nouvelles, Motherwell, Rothko, de Kooning, et surtout Jackson Pollock, dont l'œuvre mystérieuse l'éblouit. Elle voit en lui le peintre le plus important depuis Picasso. Son œuvre, qui prend sa source dans l'art des Indiens d'Amérique, ne ressemble à aucune autre. Peggy lui commande une peinture murale pour sa maison de Manhattan. L'échelle du tableau frappe le regard. Une immense toile aux formes sinueuses de plus de 6 mètres de long. Pour le critique Clement Greenberg, Pollock est le peintre le plus puissant que possède l'Amérique. Peggy Guggenheim's gallery was all important. That was a great moment. After I looked whom she was the first to show. Pollock, Motherwell, Rothko, Still, on and on. You know? Well, not on that much, but there was something. And there's where American painting got started. Pour les jeunes Américains, la rencontre avec leurs aînés en exil va être décisive. Installés à Manhattan, dont l'ambiance leur rappelle un peu Montparnasse, les surréalistes initient la jeune avant-garde américaine aux pratiques automatiques, à la création spontanée et à l'exploration de l'inconscient. Pendant la guerre, ils rencontrent enfin leurs héros. Certains sont très accessibles, d'autres un peu plus snobs. Ils se voient dans les bars, dans les restaurants, dans les ateliers. Tous ces gens se connaissent et communiquent entre eux. C'est exaltant. Et ça aura une profonde influence sur l'art américain parce que ça a apporté de l'énergie et beaucoup d'encouragement aux artistes qui ont vécu cela. Parmi eux, Archil Gorky, qui a fui son Arménie natale peu après le génocide, est le plus âgé. Ses peintures inspirées du surréalisme évoquent drame, déchirement et l'évidence d'un avenir sombre. Proche de Gorky, Willem de Kooning est arrivé de Hollande à 20 ans. Son travail, influencé par Picasso et Miro, dégage une gestuelle puissante. Mart Rothko a également émigré très jeune de sa Russie tsariste. Passionné par la philosophie, son œuvre est la plus radicale de toutes. Il y a aussi Franz Klein, dont les toiles intenses suggèrent des architectures gigantesques. Barnett Newman, qui revendique pour sa peinture des ambitions sans limite. Et Robert Motherwell, qui a parcouru l'Europe avant-guerre et où il a découvert les surréalistes et la poésie de Baudelaire. « 8 mai 1945, la capitulation de l'Allemagne nazie marque la fin de la guerre. L'Amérique sort victorieuse du conflit. L'Europe épuisée est un champ de ruines. Le monde se réveille d'un long cauchemar, avec joie et désespoir. Joie d'une liberté retrouvée, désespoir de constater que le pire a eu lieu. Dans la banlieue de Berlin, les Alliés se réunissent pour fixer le sort des nations vaincues. Roosevelt a brutalement succombé à une hémorragie cérébrale. Il appartient à son successeur, Harry Truman, de conclure la guerre et de bâtir la paix. Pour la première fois, Truman rencontre Staline. La méfiance est de rigueur. L'Allemagne a capitulé et la victoire sur le Japon est imminente. Quelques semaines plus tard, Truman va faire la démonstration de sa force. Avec les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, qui font plus de 200 000 morts, l'Amérique est peut-être sur le point d'entraîner le monde vers sa désintégration. Comment continuer de peindre après l'horreur et la barbarie? Comment représenter la figure humaine? L'art doit affronter la violence du monde, témoigner de celle faite au corps et aux esprits. Il faut s'aventurer vers de nouvelles formes avec de nouveaux gestes, s'émanciper des leçons apprises des surréalistes rentrés en Europe à la fin de la guerre.
Repartir à l'origine de l'art, comme si la peinture n'avait jamais existé. Ils ont été très frappés par, sans doute, l'espèce de violence des images qui sont publiées dans la presse américaine au moment de la découverte des camps de concentration. Les choses vont ensuite, beaucoup d'images vont être interdites, ne vont plus circuler, mais dans l'immédiate découverte des camps de concentration, à partir de la fin 1944 et pendant toute l'année 1945, il y a beaucoup de reportages qui paraissent. Et là encore, il y a le sentiment qu'une forme d'humanisme est désormais impossible. À Moscou, Staline commémore la victoire, mais il n'a pas apprécié la façon dont les Américains ont conclu la guerre. Pour lui, le conflit n'a pas été causé par Hitler, mais par le système capitaliste tout entier. Leur alliance était née du seul fait d'un ennemi commun, ce lien n'existe plus, et Staline sait qu'il doit mobiliser son peuple dans la compétition qui s'annonce avec la puissance américaine. À la fin de la guerre, les alliés occidentaux sont confrontés à un énorme problème. Ils ont remporté une large victoire, mais grâce à l'intervention et à l'aide de l'Union soviétique. Il devient dès lors capital pour les propagandistes américains et britanniques de raconter une toute autre histoire. Il faut détester l'URSS. Celui qu'on surnommait l'oncle Joe devient Staline, le démon personnifié. Le conflit est terminé, mais maintenant, les deux anciens alliés se retrouvent face à face, de part et d'autre de fils barbelés. Staline ne veut pas du plan Marshall, qu'il dénonce comme un programme d'ingérence et de soumission des États européens. Pour les Américains, ce programme économique va devenir la pierre angulaire de leur politique anti-soviétique. C'est le début de la guerre froide qui va bientôt séparer le monde en deux blocs. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique cherche à établir des partenariats commerciaux, bien sûr, mais aussi à créer une séparation, un mur invisible entre l'Europe de l'Ouest et l'URSS. Parallèlement, un plan Marshall culturel se met en place. Ça n'apparaît pas dans les films d'archives, car personne ne le voit. C'est fait en secret. Il faut vraiment se rendre compte que l'après-Seconde Guerre mondiale est une période de compétition politique féroce entre les deux blocs, mais aussi entre nations. Et que la culture devient un terrain certainement pas essentiel pour la plupart des acteurs de cette lutte pour la domination, mais en tout cas un terrain suffisamment important pour qu'il soit très fortement investi par l'État. L'Amérique est devenue le pays le plus puissant du monde, politiquement et économiquement. Mais elle est vue par le vieux continent comme un pays sans culture, incapable de produire un art en rapport avec la vie des gens. Favoriser l'émergence de l'art américain sera un moyen d'accroître son influence. Ce que les Américains vont faire, étant donné qu'ils n'avaient pas de ministère de la Culture, ils n'en ont toujours pas d'ailleurs, c'est proposer, avec l'approbation du Congrès, que le département d'État fasse la promotion de ce nouvel art américain que l'on voit se développer dans les années d'après-guerre. En 1947, ils lancent une exposition qu'ils intitulent « Faire avancer l'art américain ». Leurs intentions sont très claires, presque naïvement claires. Cette exposition itinérante va voyager à travers l'Europe et s'arrêter dans les grandes capitales. Faire avancer l'art américain. 79 œuvres de peintres figuratifs engagés et de quelques jeunes abstraits de l'avant-garde vont avoir pour rôle de représenter toute la vigueur de l'Amérique. Une exposition itinérante qui illustre la liberté d'expression dont jouissent les artistes en Amérique. Mais une controverse éclate. Des voix s'élèvent rapidement contre le financement de l'exposition qui est organisée par le département d'État. Très vite, des voix s'élèvent pour protester contre l'utilisation des deniers publics pour financer une exposition jugée, je cite, « merdique ». On crie au complot et même à la trahison. Pour beaucoup, ces peintres suscitent méfiance et hostilité. En octobre 1946, le très conservateur Howard Rushmore accuse le gouvernement de subventionner des artistes communistes au service de Moscou. L'exposition est annulée
et Truman se voit contraint de signer un décret interdisant tout financement d'exposition par le département d'État. Parmi ces artistes accusés de sensibilité communiste, beaucoup sont loin de penser que leur art est un danger pour le pays. Ils vivent au jour le jour dans des ateliers sans confort et leur travail reste inconnu du grand public. Seuls quelques critiques comme Clement Greenberg les défendent avec passion et constance depuis le premier jour. Robert Coates was the first one, as far as I know, in the New Yorker who applied the term abstract expressionism to artists like Pollock. Abstract painting was a liberation for him. His inspiration or his vision found that was his way out. Having the canvas on the floor, I feel nearer, more a part of the painting. I like to use a dripping, fluid paint. There is no accident, just as there is no beginning and no end. But I have no fear of changes, of destroying the image. Because a painting has a life of its own, I try to let it live. Dans la revue Art News, le critique Rosenberg lance le terme d'action painting qui caractérise le travail de certains peintres de l'école de New York. Ce qui se passe sur la toile n'est plus une image, mais une action. La toile est une arène dans laquelle agir, plutôt qu'un espace dans lequel reproduire ou recréer. Une révolution artistique est en marche. I think the basic impulse of action painting was freedom. With the action painter, there was a desire to be taken by surprise, to arrive at some kind of an image which would not be predictable. The leading action painters were the most sophisticated people about art that this country has ever had. They had been arguing and studying and reading books and examining pictures in collections and going to museums for 20 years in most cases. It's impossible to conceive the action painting movement without taking into account that these were all mature people and mature artists who knew a hell of a lot about art. When we came across the surrealist principle of what they called automatism, of automatic painting, which is a free association of beginning with splatters or with doodles and slowly converting it into an image without ideas of how it ought to turn about. It struck me that if the Americans could have a creative principle rather than imitating. Mais selon le Congrès et le président Harry Truman, l'art moderne présente une vision négative du pays. La vie politique est maintenant dominée par les délires du sénateur républicain McCarthy qui dénonce la mainmise des communistes dans les administrations américaines comme au département d'État. L'hystérie est collective. Une double page du magazine Time Life met en cause le patriotisme de certains intellectuels et scientifiques américains et dénonce ses sympathisants communistes comme des idiots utiles. Dans ce climat de méfiance et de délation généralisée, s'ouvre un procès dans lequel l'industrie du cinéma va être le théâtre d'une épuration en règle. Il faut nettoyer la profession des communistes. Les suspects sont accusés de collusion, condamnés à des peines de prison et boycottés par les grands studios d'Hollywood. Désormais, la politique culturelle du gouvernement est dans le collimateur des conservateurs. Le député républicain du Michigan, George Dandero, attaque violemment l'art moderne devant le Congrès à Washington.
L'art moderne est communisant parce qu'il est déformé et laid, parce qu'il ne glorifie pas notre pays magnifique, notre joyeux et souriant peuple et notre progrès matériel. Le cubisme vise à la destruction par un désordre étudié. Le futurisme vise à la destruction par le mythe de la machine. Le dadaïsme vise à détruire par le ridicule. L'expressionnisme vise à détruire en singeant le primitif et le fou. Le surréalisme vise à détruire en niant la raison. L'abstraction vise à détruire en créant des formes mentales. Ce langage rappelle celui des régimes fascistes qui viennent d'être défaits. Il n'est pas non plus très éloigné du discours employé en URSS, où les soviétiques adorent détester certaines formes d'art moderne, en particulier l'art abstrait, parce que la seule école artistique officielle en Russie, c'est le réalisme soviétique. En avril 1949, s'ouvre à Paris, salle Pleyel, le Congrès mondial pour la paix. Il rassemble les communistes du monde entier. I'm proud to be with you today, to greet you who represent the millions of people who are determined to fight for peace and for a decent world. Le chanteur noir américain Paul Robeson, accusé de communisme en Amérique, fait l'ouverture avec un chant révolutionnaire espagnol. Madrid, you wondrous city. Madrid, you wondrous 2000 délégués qui représentent 70 nations assistent à l'événement. La présence des poètes Louis Aragon, Paul Éluard, Pablo Neruda, ainsi que des peintres Fernand Léger et Pablo Picasso, compagnons de route du parti, donne à la rencontre une dimension universelle. Il fallait arriver à trouver quelque chose qui, dans cet engagement entre deux propagandes, puisse faire pièce à l'importance artistique reconnue par tout le monde d'artistes comme Picasso ou comme Léger. Ça ne pouvait pas se faire avec des artistes de seconde zone. Pendant ce temps-là, à New York, la rue gronde. Des foules entières manifestent contre ces intellectuels vendus au communisme. Le gouvernement américain se trouve coincé entre la montée du maccarthisme et le besoin d'être représenté par ces artistes d'avant-garde qui doivent incarner la grandeur de l'Amérique. Alors, pour atteindre ces objectifs, le département d'État va faire appel au secteur privé. Aux États-Unis, les agences gouvernementales qui auraient dû assurer la promotion de l'art américain se désistent parce qu'elles se méfient des artistes qu'elles soupçonnent d'être des communistes et elles refusent d'avoir affaire à eux. Donc le MoMA vient combler ce manque. Modernistic, that new $2 million museum building, opened by officials of the Museum of Modern Art. Nelson Rockefeller, new president of the museum. The Museum of Modern Art. Nelson Rockefeller, homme politique, collectionneur d'art et mécène. Président de la Chase Manhattan Bank, président du MoMA. Depuis sa création en 1929, les mécènes du musée, influents et progressistes, en ont fait un lieu unique au monde. Le MoMA consacre entièrement sa collection à l'art moderne. Les plus grands chefs-d'œuvre futuristes, expressionnistes et surréalistes européens y ont déjà trouvé leur place. Salvador Dali, Henri Matisse, Marc Chagall, Amadeo Modigliani, Pablo Picasso et ses Demoiselles d'Avignon, toujours vues par certains comme une provocation. Depuis quelques années, le MoMA achète le nouvel art américain. Les peintures de Mark Rothko, Archie Gorky, Jackson Pollock sont pour Rockefeller un art proportionné à la grandeur de l'Amérique. Nelson Rockefeller parle de la peinture de la libre entreprise. Pour lui, l'expressionnisme abstrait, c'est de la libre entreprise sur toile. C'est exactement ce que représente l'Amérique et la façon dont elle se voit. C'est l'image qu'elle veut projeter d'elle-même. Nous avons une avant-garde qui est tellement libre qu'elle n'accepte même pas les limites du cadre.
Chez nous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. De l'action painting, jeter la peinture sur les murs, au sol. Nous sommes si grands, si matures, que nous pouvons même en faire un support promotionnel, un vecteur d'idées positives sur l'Amérique et ses intentions pour le monde. À l'opposé du réalisme socialiste doctrinaire, l'abstraction américaine ne véhicule aucun message politique et témoigne d'une liberté totale. Elle pourrait être une arme puissante au service du monde libre. Il faut trouver des solutions pour l'imposer au monde. La CIA qui vient d'être créée va devoir agir dans le plus grand secret. Pour sauvegarder les valeurs démocratiques, l'agence va devoir utiliser des méthodes antidémocratiques et mettre en place, avec les libéraux, un système de financement occulte qui va déferler sur l'Europe pour y faire triompher la peinture américaine. Le musée d'art moderne et son président vont être au cœur de cette opération. Rockefeller est associé à ce projet que la CIA appelle le consortium. Le consortium est composé de particuliers tels que lui, qui dirigent des entreprises, des fondations, des activités philanthropiques, ou dans son cas, un musée, qu'il appelait toujours le musée de maman, ce qui en dit long sur l'histoire familiale de cet homme. Très réceptif aux demandes de la CIA, Nelson Rockefeller peut compter sur des amis puissants qui lui sont dévoués. William Paley, fondateur de la station CBS, est l'un des créateurs de la CIA. Membre du conseil d'administration du MoMA, il entretient des relations étroites avec le milieu des services secrets. Tom Braden, secrétaire exécutif du MoMA, est un maillon essentiel. Il vient d'être recruté par la CIA pour implanter les organisations anticommunistes hors des États-Unis. William Burden succède à Nelson Rockefeller à la présidence du MoMA, dirige la fondation Farfield, par où transitent les fonds de la CIA destinés aux activités culturelles à l'étranger. John A. Whitney, entrepreneur et milliardaire, vient d'une famille de collectionneurs, ancien directeur du MoMA pendant la guerre. Mais le destin de l'art américain ne dépend pas seulement de ces hommes, mais de quelques critiques convaincus du génie de ces artistes. Que serait Venise sans le Tintoret? Florence sans Giotto? Que serait une grande puissance sans un art approprié? L'idée de valoriser des artistes de gauche pour promouvoir le libéralisme américain est en train de faire son chemin. L'avant-garde de l'art est désormais américaine, assène le critique Clement Greenberg à qui veut l'entendre. Alfred Barr, qui dirige le MoMA depuis sa création en 1929, en est un maillon essentiel. L'homme est un visionnaire et a constitué en 2 décennies une collection de tableaux modernes d'avant-garde unique au monde. L'art moderne est-il communiste, s'interroge-t-il ironiquement dans les colonnes du New York Times. Cette peinture ne pourrait exister dans les pays communistes. Elle témoigne d'une liberté et d'un non-conformisme qui font peur aux pays totalitaires et n'a pas pour vocation de détruire les valeurs américaines. Bien au contraire. C'est d'une certaine façon presque parce que il y a ces attaques qui accusent les artistes les plus jeunes d'être des artistes communistes ou inféodés aux communistes, qui va permettre à des gens comme Alfred Barr et à d'autres, on peut penser aussi à Nelson Rockefeller, de penser qu'il y a chez ces artistes précisément l'incarnation de la liberté, des valeurs qui sont celles qui sont défendues par les États-Unis, et donc un soutien qui devient un soutien assez important. Henri Luce, magnat de la presse, fondateur des magazines Fortune, Time Magazine et Life. Il est administrateur au MoMA. Ils vont voir Henri Luce et lui disent « Écoutez, vous ne nous aidez pas en faisant une mauvaise réputation à l'art moderne.
Nous en avons besoin, c'est très important. C'est la vitrine de la liberté américaine face aux nations du monde, alors qu'elles ne sont pas sûres de s'allier à nous. Et vos magazines passent leur temps à ridiculiser l'art moderne, ce qui lui fait du tort. Si vous changiez de registre, et lui s'accepte. Si mes amis de la CIA, Nelson, Rockefeller et les autres me disent de le faire, je le ferai. Bras croisés, tête penchée, cigarette au coin des lèvres, Pollock a le regard sceptique et la pose provocante. L'image est si parfaite, si américaine, que nul ne peut la mettre en doute. L'article parle d'énergie, de mouvements rendus visibles, d'un artiste aux gestes rapides qui danse autour de la toile. Dès 1949, article de Life, Jackson Pollock est-il le plus grand artiste américain vivant? Réponse, il faut savoir si oui ou non. Et la discussion n'est pas est-ce qu'il y en a quelques autres, est-ce que vous pouvez nous en citer une dizaine, une vingtaine ou je ne sais quoi, ça se polarise sur une figure. Curious it would be Life magazine. Whew, but that's the way it happened. It took on another scale then. And the fact that they did it in terms of the question mark, is he? In other words, it began breaking out of the little opinion on art. Un mythe est né. Pollock est le premier du groupe à être connu du grand public et va ouvrir la voie aux autres artistes de l'école de New York. One talks about an abstract expressionist group. One has to remember that actually it was a loose collection of fierce individuals who were united partly by poverty and obscurity, but above all, with a desire that American painting no longer be provincial. Everybody was more or less on the same block. This is what makes a real capital. New York City is a place where you run into people by accident. You sat down on a bench there, and pretty soon Gorky would come along, or de Kooning, or not Pollock so much. He didn't like benches because he didn't talk very much. Benches are for people who talk. So, I mean, all these guys were there all the time, and it got too cold. They went to the cafeteria on 6th Avenue. When the cafeteria got too rough, they finally established a club. Am I an action painter? Fondé par William de Kooning, Franz Klein et quelques autres, le club accueille des poètes, artistes et musiciens, organise des tables rondes et des conférences qui attirent rapidement des personnalités aussi diverses que Jack Kerouac, Allen Ginsberg, John Cage ou Hannah Arendt. Frank O'Hara y lit ses poèmes. On parle de Sartre, d'existentialisme et du sens de l'engagement. On s'y retrouve presque chaque soir et le lieu va devenir l'incubateur de l'expressionnisme abstrait. Les discussions passionnées qui agitent le club se finissent souvent au Cédar, un bar juste en dessous, où les débats animés et parfois même violents s'achèvent au petit matin. Dans ce New York des avant-gardes, les jeunes abstraits ont toujours du mal à se faire une place et imposer leur regard. Exclus de la sélection d'une exposition du Metropolitan Museum autour de la peinture américaine, les peintres publient une lettre ouverte dans le New York Times, accompagnée d'une photo de groupe. Ils protestent contre la vision négative que le musée a de l'art moderne. L'affaire s'envenime, la presse s'en empare, leur offre une reconnaissance médiatique qui leur vaut le surnom d'irascible. Et puis à partir de là, le nombre d'expressionnistes abstraits qui existent, qui est pris en compte par la critique, par les institutions, partout. Et donc quand, par exemple, MoMA assume la direction du pavillon national américain à la Biennale de Venise à partir du début des années 1950, ce qu'il va faire, c'est de montrer ces artistes-là, et pas d'autres.
Depuis 1947, le plan Marshall a permis la reconstruction économique de l'Europe de l'Ouest. Mais l'Amérique n'est plus très populaire. Ces GI ne sont plus les bienvenus. Leur chewing-gum, leurs blue jeans et leurs cigarettes blondes ne suffisent plus à faire oublier l'humiliation d'une présence, vécue pour beaucoup comme une nouvelle occupation. Le Parti communiste français, soutenu par Moscou, apparaît comme le seul rempart contre l'impérialisme yankee. Pour beaucoup, l'idéal communiste reste le seul horizon. Camarades, les impérialistes américains déploient sur tous les continents une énorme activité politique, économique, militaire et idéologique. La doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, est devenue la doctrine de Truman, le monde entier aux capitalistes américains. Vive le communisme, vive la paix! Du Coca-Cola. Allez mon bonhomme, placez votre camelote ailleurs. En Amérique. En Amérique. En France, on aime le bon vin. La dimension psychologique a joué un rôle important dans la politique américaine. Les Américains ne supportent plus d'être sans cesse confrontés à des préjugés négatifs durant cette période. Cela a contribué à rendre l'Amérique bien plus agressive et ambitieuse dans son désir d'offrir un discours allant à l'encontre de tout ça. À Washington, on s'inquiète de la montée du communisme et des avancées de Moscou qui s'imposent partout en Europe. La CIA va secrètement infiltrer le monde de la culture en finançant à tour de bras des conférences, des colloques, des festivals de musique et des revues littéraires. In Berlin traf sich die geistige Elite von 4 Kontinenten zum Kongress für kulturelle Freiheit. Parfaite illustration de la stratégie mise en place par les Américains, le Congrès pour la liberté de la culture s'ouvre à Berlin en juin 1950. À la tribune, l'ancien écrivain communiste hongrois, Arthur Koestler, passé à l'Ouest, dénonce le manque de liberté d'opinion dans tous les pays communistes. Pour tous ces intellectuels, qu'ils soient européens et américains, l'idée que le monde puisse succomber à un concept fasciste de l'art, de la littérature ou de la musique est une perspective horrifiante. La CIA allouait des subventions à certains magazines. Ils étaient nombreux. Ces subventions étaient importantes parce qu'elles influençaient le discours idéologique public. C'est dans ces revues qu'on expliquait le libéralisme américain comparé au communisme ou aux autres tendances en Europe. Novembre 52. Le général Eisenhower est élu président des États-Unis d'Amérique. Héros de la Seconde Guerre mondiale, ses discours ont inspiré confiance et le peuple américain s'est reconnu dans ses idées et ses valeurs libérales. Quand Eisenhower prend le pouvoir, le changement est brutal. Il s'adresse à tous les propagandistes, à ceux qui travaillent sous couverture et aux autres. Il leur explique que le travail de l'Amérique, de ses élites, de ses entreprises, de toutes les forces vives de la nation, est de construire quelque chose à donner à voir au monde. Le modèle rayonnant d'un nouvel empire à admirer. Une superpuissance mondiale avec laquelle tout le monde aurait intérêt à s'allier. Désormais, Eisenhower veut une machine de communication politique de guerre, active sur tous les fronts, sur tous les continents. Il nomme Nelson Rockefeller, membre du Conseil de sécurité nationale, et confie le département d'État à John Foster Dulles, frère d'Allen Dulles, le patron de la CIA. L'équipe va mettre en place l'agence d'information américaine, l'USIA, chargée de promouvoir officiellement l'image des États-Unis partout dans le monde. Une nouvelle étape décisive qui vient compléter le travail de la CIA et des services secrets. Active sur tous les continents, l'USIA regroupe tous les services culturels américains à l'étranger. Télévision, presse écrite, radio, bibliothèque mobile, diffusent en masse une image convaincante et inspirante des États-Unis.
La Voix de l'Amérique et Radio Free Europe prêchent la bonne parole dans plus de 40 langues. 2 milliards de dollars par an sont investis pour gagner cette bataille de la culture. L'effort est considérable. La mort de Staline en mars 1953 va bientôt rendre possible les objectifs américains et accélérer le processus de la détente. Pour les deux superpuissances équipées d'un arsenal nucléaire terrifiant, la confrontation directe est devenue impossible. Face à Nikita Khrouchtchev, nouveau maître du Kremlin, Eisenhower plaide aux Nations Unies pour un désarmement réciproque. C'est donc dans la confrontation indirecte que les deux États vont se mesurer. The psychological warfare. La guerre psychologique est le principal théâtre des opérations de la guerre froide. Ce n'est pas l'armement, ni même tous les aspects évidents de la politique visible. Il y a aussi l'économie, bien sûr, mais avant tout, la psychologie. C'est une guerre idéologique, une bataille pour conquérir l'esprit des hommes. Si vous gagnez sur ce terrain, vous gagnez sur tous les autres terrains. À Paris, sous le titre de 50 ans d'art aux États-Unis, s'est ouverte une exposition qu'a inaugurée le ministre de l'Éducation nationale. Ces œuvres, les plus représentatives du Musée d'art moderne de New York, vont familiariser le public parisien avec l'art abstrait américain qui a, semble-t-il, conquis totalement les États-Unis. Si on avait laissé le choix aux artistes, si on leur avait demandé « Souhaitez-vous participer à cette exposition, sachant qu'elle est financée par un tel ou un tel ?», ça aurait été différent. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui me gêne, c'est que ça se faisait secrètement, sans informer les artistes choisis. Il est très clair pour les critiques d'art que ces expositions sont organisées grâce à une forme d'aide venant du gouvernement américain. Partout, c'est toujours le même groupe de gens qui sont impliqués et qui se parlent entre eux. Darnoncourt et Cassou ont bien conscience de travailler avec des Américains, avec le MoMA, qui lui-même collabore avec des fondations aux noms étranges. René Darnoncourt, conservateur et vice-président du MoMA, chargé des activités extérieures, proche conseiller de Nelson Rockefeller. Il est nommé directeur du musée en 1949. Darnoncourt, qui est le contact de la CIA au musée, a pour mission de renforcer le lien transatlantique avec les musées européens. Grâce à une subvention de 625 000 $ du fonds Rockefeller, le programme international du MoMA devient plus offensif. Les tableaux sont envoyés dans toutes les capitales. Le marché de l'art en Europe est au point mort et la place est à prendre. L'idée de faire de New York le nouveau centre de l'art moderne est dans toutes les têtes. Dans les années 50, New York est en plein essor. La ville est un lieu d'échange dans tous les domaines de la création. Et l'Amérique semble faire rêver la planète tout entière. Le MoMA est devenu un lieu populaire. On peut y voir du cinéma, de la photographie, de l'architecture ou du design, autant de pratiques artistiques dans lesquelles le musée s'est spécialisé et qui incarnent les symboles d'une modernité américaine. La peinture abstraite se démocratise, et dans les magazines de mode, les tableaux de Pollock servent de décor. Alors qu'il n'existait à peine qu'une trentaine de galeries à la fin de la guerre, en 10 ans, son nombre a décuplé. Quand ils deviennent des artistes reconnus au milieu des années 50, les expressionnistes abstraits commencent tout juste à installer leur hégémonie dans le monde des musées et des galeries. Ce sont de jeunes stars montantes dans une galaxie en formation. Pour la galériste Betty Parsons, qui expose Pollock, Rothko, Steele et Newman, qu'elle surnomme affectueusement ses 4 cavaliers de l'Apocalypse, l'expressionnisme abstrait est la preuve vivante de l'esprit américain. En 1955, elle présente les nouvelles toiles radicales et mystiques de Barnett Newman. Le critique Clement Greenberg parle de color field painting, peinture de champs de couleurs, qu'il oppose à l'action painting. Des toiles au format immense et aux aplats colorés,
dont la couleur devient l'unique sujet de la toile. Aux critiques acerbes, Barnett Newman répond qu'il ne s'intéresse qu'à l'expression vibrante des émotions humaines. Au cœur de Manhattan, la galerie Sidney Janis présente les nouvelles toiles de William de Koning. L'exposition déclenche l'étonnement et l'enthousiasme du public, de la critique et des acheteurs. Il a totalement abandonné les contours humains pour se livrer aux lignes abstraites. Avec ses peintres, l'art américain a désormais un visage, et les nouveaux collectionneurs n'ont qu'un seul credo, acheter américain. Après de nombreuses tentatives infructueuses, c'est en 1958 que la New American Painting va triompher dans une grande tournée européenne. Bâle, Bruxelles, Londres, Madrid, Berlin, Amsterdam, Paris. À chaque étape, Pollock occupe une salle tout entière. Disparu 2 ans plus tôt dans un accident de voiture, Pollock n'a pas eu le temps de recevoir les honneurs. Sa mort va être pour l'école de New York un chant du cygne. Pendant ce temps à Moscou, le vice-président Nixon inaugure l'exposition nationale américaine en présence du premier secrétaire Nikita Khrouchtchev. L'exposition, organisée par le département d'État, doit permettre aux Américains de montrer tout leur savoir-faire en matière de sciences, de technologie et d'équipements domestiques. Tel un cheval de Troie, l'événement fait apparaître en terre russe l'avancée technologique américaine sur son rival communiste. Durant la visite, les 2 hommes s'arrêtent devant un modèle de cuisine américaine et se lancent dans un échange impromptu sur les vertus du capitalisme, du communisme et des cuisines modernes. We have existed not quite 42 years, and 7 years from now we will be on the same level of achievements as America. In the following years we shall continue to surge ahead, and when we shall overtake you at the crossroads, we shall wave at you. Le débat, connu sous le nom de débat de cuisine, sera retransmis quelques jours plus tard sur les ondes soviétiques et américaines. Les 2 hommes ont conclu que leurs 2 pays devaient être plus ouverts l'un avec l'autre. Et l'Américain invite le Soviétique à venir aux États-Unis pour confirmer la détente. Khrouchtchev tient parole et sa visite en Amérique en septembre 1959 confirme le dégel entre les 2 superpuissances. Il est le premier chef d'État soviétique à fouler le sol américain. Sur la route de l'aéroport, une foule immense, plus curieuse qu'enthousiaste, découvre un Khrouchtchev au visage réjoui. La compétition s'est déplacée sur le terrain spatial et technologique, et pour impressionner les Américains, le Soviétique a donné l'ordre, juste avant son départ, de lancer une sonde sur la Lune. Malgré cela, les échanges sont cordiaux. Le baromètre est au beau fixe et le reste du monde, qui a les yeux fixés sur la rencontre, ne demande qu'à le croire. C'est une Amérique sûre d'elle-même et fière de sa culture dont hérite John Fitzgerald Kennedy en novembre 1960. Le pays a choisi un leader jeune, séduisant et porteur d'espoir. Alors que l'URSS semble figée dans ses archaïsmes, l'Amérique est prête à relever de nouveaux défis. L'American Way of Life est en route et semble faire rêver la planète tout entière. Dans sa galerie de Manhattan, Leo Castelli expose son nouveau protégé. Les œuvres pop de Jasper Johns déclenchent l'étonnement et l'enthousiasme général. Prices of Jasper have gone up in a fantastic way. The target was plaster cast, for instance, that was in my first show I bought personally. The price was $1,200. The flag was the most expensive painting in the show, and it was $2,000. Now these 2 paintings would be, I think, $150,000 and $200,000 respectively. Leo Castelli et Sidney Janis, qui défendaient il y a peu l'art abstrait, ont désormais tourné kazakh.
Sur les 6 messes de leur galerie, les œuvres de Pollock, Rothko et de Koning ont cédé la place à celles de Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg et Jasper Johns. Coca-Cola, boîte de conserve, icône de la civilisation urbaine, le pop art puise son inspiration dans les emblèmes de la société de consommation et incarne parfaitement cette nouvelle identité américaine. Une imagerie populaire et accessible, dans laquelle tout le monde peut se reconnaître et qui va faire de Leo Castelli le leader incontesté des marchands d'art américains pendant des décennies. 3, 2, 1. Un an plus tard, en 1964, son poulain, Robert Rauschenberg, remporte le Grand Prix de peinture de la Biennale de Venise. Sa victoire est l'aboutissement de plus de 20 ans d'efforts, du MoMA, de la CIA et de quelques autres, pour hisser l'art américain au sommet. Pour beaucoup d'Européens, ce prix reste une atteinte à la dignité de la création artistique dont l'art ne pourra se remettre. With the pop artist, there's the trick of saying, well, I'm gonna make it look just the way the cheapest art looks. They paint nice pictures. All the same, it's easy stuff. It is, it's minor. And the pop artists, almost knowingly, come more than halfway to meet your taste. L'histoire de l'art s'intéresse aux actions et aux réactions. Mais ce n'est pas seulement cyclique. Il n'y a pas un gagnant et un perdant, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Say cheese. Can we do a cheese movie? All you have to do is say cheese. Donc, l'école de Paris est une école d'artistes cosmopolites dans une ville animée, et New York est devenue une école d'artistes cosmopolites dans une ville animée. You don't have to do anything. Just what you're doing. Ces jeunes artistes pop doivent beaucoup à leurs aînés qui avaient su faire naître un art à la hauteur de la grandeur de l'Amérique, en réponse à l'horreur que l'ancien monde avait engendrée et dont il ne voulait plus. Quand vous regardez une toile de Pollock sur le mur d'une galerie, vous contemplez une œuvre qui s'est inscrite dans la durée parce qu'elle interroge celui qui la regarde, mais surtout, elle interroge les autres artistes. Elle pose les grandes questions. Qu'est-ce que l'art? Quelle est son action? Quel est son but? Et c'est pour cette raison que l'œuvre subsiste, qu'elle connaît toujours le succès. Et c'est pourquoi il ne faut pas réduire cet artiste à l'histoire des programmes secrets de la CIA dans le domaine culturel. Dans cette Amérique qui n'avait jamais fait de la culture une valeur essentielle, cette génération de peintres de l'après-guerre avait lutté sans relâche pour imposer son art. Il avait non seulement ouvert la voie à l'expérimentation, mais avait exercé une véritable influence sur les générations nouvelles. Comme des princes de la Renaissance, les libéraux américains, aidés par la CIA, avaient décelé chez ces artistes une puissance capable de représenter le monde libre et démocratique à la hauteur de la grandeur de l'Amérique. Une liberté de créativité avait permis ce triomphe. Un marché était né. Il allait faire de New York, et pour plus d'un demi-siècle, la nouvelle capitale internationale de l'art.